Les services publics sont soumis à des principes dégagés par la jurisprudence et synthétisés par la doctrine sous le nom de loi du service public ou loi de Roland, du nom du professeur Roland qui les a théorisés. Il s'agit des principes de continuité, d'égalité et d'adaptation. D'autres règles plus récentes viennent les compléter. En outre, ces services publics sont répartis entre deux grandes catégories, les services publics à caractère administratif, les SPA, et les services publics à caractère industriel et commercial, les SPIC. Voyons en premier lieu le principe de continuité. À valeur constitutionnelle, il trouve sa source dans le caractère d'intérêt général du service public. Ainsi, une telle activité, nécessaire à la population, ne saurait être interrompue. Ce principe fonde de nombreuses règles structurantes du droit public, le privilège du préalable, l'inaliénabilité du domaine public, l'imprévision, etc. Il justifie que des restrictions soient apportées au droit de grève des agents publics. Pour autant, ce droit a également valeur constitutionnelle. Deuxième principe, le principe d'égalité. Également à valeur constitutionnelle, il est une déclinaison du principe général d'égalité des citoyens devant la loi contenu dans les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il implique l'obligation de traiter de manière identique des personnes dans la même situation et de fonder toute différence de traitement sur des critères objectifs, précis et transparents. Il n'impose pas de traiter différemment des personnes placées dans une situation différente. Une différence de traitement pour un même service rendu entre différentes catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure. Ainsi, un service public peut faire l'objet de tarifs différenciés entre usagers ayant un lien plus ou moins fort avec la collectivité territoriale qui l'organise ou en fonction des ressources et de la composition de la famille de l'usager, à condition toutefois que le tarif le plus élevé demeure inférieur ou égal au coût de la prestation. De ce principe d'égalité découle celui de neutralité, selon lequel le service public, ses agents et ses locaux doivent être dépourvus de toute mention ou signe relatif à des convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Il s'agit là du principe de laïcité. Les usagers auxquels ne s'applique pas ce principe, sauf le cas particulier des élèves de l'enseignement scolaire, doivent être traités sans différence tenant à leurs convictions personnelles. Voyons maintenant le principe d'adaptation. Il suppose que le service public doit pouvoir s'adapter à l'évolution des besoins des usagers et de l'intérêt général. Il en découle qu'il n'existe aucun droit acquis au maintien d'un service public, ni à la stabilité de ses modalités de fonctionnement ou de financement. Ce principe justifie également le pouvoir de modification unilatérale des contrats publics ou l'absence de droit au maintien de leurs conditions de travail et de leur statut pour les agents publics. Voyons maintenant les principes complémentaires. Moins fondamentaux, ils sont plus récemment invoqués dans le fonctionnement des services publics. Premier principe complémentaire, qui n'est pas d'ailleurs un principe général, la gratuité, sauf pour certains services publics administratifs obligatoires tels que la police administrative, l'état civil, la justice, les services d'incendie et de secours, etc. Deuxième principe complémentaire, la transparence. Elle implique pour l'administration une obligation de communication de certaines informations. Elle fonde le droit d'accès aux documents administratifs et aux données publiques, l'obligation de motivation de certains actes administratifs, le principe du contradictoire, celui de réponse implicite favorable en cas de silence de l'administration pendant un certain délai. Elle fonde également une atténuation de l'obligation de discrétion professionnelle des agents publics. Troisième principe complémentaire, la participation.
Elle nécessite d'associer les usagers et les citoyens aux décisions relatives aux services publics. Elles font la représentation des usagers dans les instances dirigeantes de certains établissements publics, les diverses procédures de consultation, de participation et de codécision des électeurs et le droit à la participation des agents publics. Quatrième principe complémentaire, la qualité. Elle recouvre les notions d'accessibilité, de fiabilité et de clarté des services publics. On peut y rattacher la règle de clarté, de stabilité et d'intelligibilité de la règle de droit. Voyons maintenant les différents services publics, c'est-à-dire les SPA et les SPIC. Les SPA tout d'abord. Ils forment le noyau d'origine des services publics. C'est pourquoi un service public est en principe administratif, sauf s'il remplit les critères du service public industriel et commercial. Sont notamment des SPA les activités dites régaliennes qui sont indissociables de la puissance publique, police, justice, état civil, etc. Le sont également les services relevant de la mise en œuvre des principes politiques, économiques et sociaux reconnus par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 comme particulièrement nécessaires à notre temps, enseignement, protection de la santé, etc. Les SPA sont régis principalement par le droit public et relèvent des tribunaux administratifs. Ils sont exclusivement ou principalement financés par l'impôt et non par des redevances perçues auprès des usagers. Les SPA sont placés dans une situation légale et réglementaire. Voyons maintenant les services publics à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire les SPIC. Les services publics industriels et commerciaux, les SPIC, doivent satisfaire à 3 conditions cumulatives pour être qualifiés comme tels. Tout d'abord, l'objet du service doit être constitué par une activité de production et d'échange de biens ou de services susceptibles d'être exercés par une entreprise privée. Ensuite, ces ressources sont perçues sur les usagers en contrepartie directe du service rendu. Enfin, son mode d'organisation, de fonctionnement et de financement doit être similaire à celui d'une entreprise privée comparable. La loi peut aussi qualifier une activité de SPIC sans qu'il soit besoin de vérifier alors si ces conditions sont réunies. Par exemple, l'assainissement fondé sur les dispositions de l'article L2224-11 du Code général des collectivités territoriales. Les SPIC sont principalement régis par le droit privé. Leur financement par l'usager implique qu'ils soient équilibrés en recettes et en dépenses, sans recours à l'impôt, sauf exception prévue par la loi. Par exemple, lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. En dehors de ces exceptions, les tarifs des redevances des SPIC demandés aux usagers en vue de couvrir les charges du service doivent trouver leur contrepartie directe dans les services rendus aux usagers, ni plus ni moins.